Donc, moi, c'est ma première conférence ici, au Québec. J'ai fait quelques présentations au Brésil en portugais, mais je parlais pas vraiment portugais. Donc, je considère quand même que c'est ma première conférence. Puis je voulais la commencer avec une reconnaissance territoriale. Donc, j'ai choisi celle qui a été formulée par le GRIAC et le Sierra. Alors, ça va comme suit. Nous voudrions commencer en soulignant que les terres sur lesquelles nous nous trouvons font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontres et d'échanges entre les peuples autochtones, notamment la nation Kanien'kehá:ka. Nous honorons, respectons et reconnaissons ces nations qui n'ont jamais cédé leurs droits ni leur autorité souveraine sur les terres et les eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Alors voilà, c'est important pour moi de commencer comme ça. Aujourd'hui, je vais vous parler d'acteurs politiques enchantés dans la région que nous avons visitée en août dernier. Ce sont les Encantados, donc c'est des êtres qui sont enchantés. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi un petit peu plus tard. Je voulais juste expliquer un peu pourquoi j'ai choisi de travailler sur ce thème-là. Lors du programme court de l'année dernière au rythme des eaux, j'avais passé les 2 premiers séminaires, donc à l'automne et à l'hiver, une bonne partie de mon parcours au baccalauréat en général à m'intéresser aux questions relatives à la dichotomie nature-culture et aux personnes non humaines. Donc, c'est aussi à travers mes lectures préparatoires, c'est-à-dire j'aurais pu m'intéresser à n'importe quelle autre classe, entre guillemets, de non-humains ou à un autre thème complètement. Mais c'est à travers mes lectures préparatoires pour le séminaire de terrain que j'ai réalisé qu'un des éléments qui était commun aux divers groupes identitaires de la région qu'on allait visiter, c'était la référence à un ensemble d'êtres enchantés à travers les récits, à travers aussi les chansons, la musique, les fêtes, les arts, et auxquels on réfère localement avec le terme Encantados. C'est ça, ils sont vraiment omniprésents dans le quotidien des personnes de la région. Donc, initialement, j'ai choisi de m'intéresser aux Encantados, à un groupe d'êtres non humains pour poursuivre ma réflexion à propos de la notion de personnes dans les sociétés non naturalistes. Mais au fil du séjour, j'ai découvert les Encantados non seulement en tant que personnes non humaines, mais aussi en tant qu'acteurs politiques non humains. Sur place, pour collecter des récits, pour collecter des pistes de recherche à propos de mon thème, j'ai misé sur les cours de communication qu'on a présentés dans les universités partenaires, puis dans les communautés qu'on a visitées sur place. Donc, ça a été vraiment mon point de départ. J'ai présenté divers êtres qui habitent la tradition orale atikamekw, par exemple le Memegwechi, le Maltou et le Wedigo. Puis j'ai présenté aussi des représentations matérielles de ces êtres-là, donc pas des photos, mais plutôt des dessins, des peintures, des sculptures. Puis j'ai demandé à l'assistance, après toutes mes présentations, s'ils connaissaient des êtres similaires ou des êtres complètement différents qui existaient dans la région. Donc ça ouvrait la discussion. Puis ça s'est avéré un excellent point de départ méthodologique parce que ça m'a permis d'identifier des informateurs clés dans les communautés. Ça a fait émerger les principaux thèmes à aborder ensuite en entrevue semi-dirigée. Par exemple, les Encantados dont on parle plus couramment dans une certaine communauté, ou un nouvel Encantado, un nouveau récit ou une nouvelle version d'un récit dont j'avais pas encore entendu parler, puis je voulais en entendre un petit peu plus. Donc, c'est à partir de ce moment-là, après la présentation, que je pouvais aller voir une des personnes qui avait répondu, puis convenir d'un rendez-vous avec elle pour une entrevue semi-dirigée.
Alors, voici la question. Qu'est-ce qu'un encantado? Je pense qu'il y a des personnes qui savent un peu c'est quoi ici. Mais la chose importante, c'est qu'il n'existe pas de définition universelle. J'ai essayé d'arranger une sorte de définition, mais il n'y a aucun élément qui compte pas d'exception, dépendamment des régions, dépendamment des contextes, dépendamment des récits. Donc, premièrement, je dirais que généralement, ce sont des êtres humains qui, selon différents procédés, sont enchantés et deviennent des créatures immortelles. Donc, être désenchantées, pour elles, ça veut dire qu'elles vont mourir. Une fois, elles sont immortelles en autant qu'elles restent enchantées. J'ai 3 exemples de procédés que j'ai relevés sur le terrain. Par exemple, lorsque le corps d'un défunt disparaît de son cercueil ou que des personnes disparaissent sans qu'on retrouve leur corps, on va considérer qu'elles ont été enchantées. Soit parce qu'un encantado les a enchantées, ou parce que c'était une personne qui avait une importance sociale, puis qui est devenue, par exemple, comme Mirandolino, c'est un exemple. Son corps a disparu de son cercueil, il est devenu un cobra grande, un serpent aquatique géant. Un deuxième exemple, c'est des personnes humaines qui vont visiter la cité enchantée aquatique des Encantados. Ça s'appelle Encanche, je vais vous le montrer un petit peu tout à l'heure. Si ils mangent cette nourriture-là, ils ne peuvent plus jamais revenir à leur état d'avant. Ils deviennent des êtres enchantés, ils deviennent des Encantados. Sinon, l'exemple de Venancio, c'est intéressant aussi. C'est un récit qu'on m'a raconté à Villafranca où on avait un navire de Portugais qui essayait d'accoster, mais qui réussissait pas, en fait. C'est-à-dire que la population locale luttait pour qu'il reste sur la rivière puis qu'il soit pas capable d'accoster. Il était en train de mourir de faim sur le bateau, ils avaient plus de provisions. Puis là, il commençait à manger des membres de l'équipage. Puis là, c'était le tour de Venancio, qui se trouvait dans la cave du bateau attaché. Puis il a demandé une dernière faveur avant de mourir, c'était de pouvoir aller en haut du mât pour parler à Dieu, pour lui demander, c'est-à-dire, j'imagine, la rédemption. Puis finalement, quand il est monté en haut du mât, il a demandé à Dieu de faire quelque chose pour qu'il puisse survivre. Puis, il a sauté dans l'eau à partir du mât. Mais pendant qu'il sautait, il s'est fait tirer dans la jambe. Puis, la seule façon de survivre, finalement, pour lui, ça a été de se transformer en encantado. Dans ce cas-ci, c'était un boto rose, un dauphin rose, d'eau douce. Généralement, les encantados vivent dans la forêt, habituellement loin des villages humains, ou dans des villes subaquatiques comme Encanche. Donc, c'est comme ça qu'on appelle les cités enchantées où vivent les encantados aquatiques spécifiquement. C'est une ville un petit peu comme nos villes où les encantados qui souvent nous apparaissent sous forme animale, quand ils sont dans la cité, prennent une forme humaine. Donc, c'est des villes qui ressemblent vraiment aux nôtres, mais sous l'eau, dans le fond des rivières et des lacs. Ils peuvent, donc, parlant des formes qu'ils peuvent prendre, ils peuvent être invisibles à nos yeux, ou bien ils peuvent se manifester à nous sous forme humaine ou sous forme animale. Puis, c'est des êtres qui agissent comme des protecteurs de la nature. Donc, c'est eux qui vont établir des interdits qui orientent les actions des sociétés qui se transmettent des récits à leur propos. Par exemple, on va éviter leur contact ou on va éviter de faire certaines actions pour ne pas contracter des maladies ou même la mort si on n'est pas soigné par un pagé. Donc, on évite vraiment leur courroux en évitant de faire certaines actions.
Donc, quelques nuances. Comme je vous disais, il y a des exceptions à tous ces éléments-là. Par exemple, j'ai dit que c'était des êtres humains qui étaient enchantés par un procédé. Ça peut aussi être des enfants qui sont nés d'un parent encantado, donc ils naissent déjà enchantés. Ça peut être, par exemple, plus localement, on a les objetos enterrados, c'est des objets enterrés qui sont enchantés, donc c'est pas du tout des humains qui ont été enchantés finalement, mais ça c'est un élément qui est vraiment local à l'île de Cambu. Je l'ai pas vraiment retrouvé ailleurs. J'ai l'exemple aussi de l'interprétation évangélique du pasteur Raimundo, qui n'a aucun rapport avec la définition que je viens de donner. Pour lui, c'est des anges déchus qui, en tombant sur la terre, sont devenus des encantados. Puis on a aussi la question des mythèmes, donc d'une histoire, le noyau des récits ou le noyau de la description d'un encantado en particulier va être partagé dans la région, mais il y a toujours des variations locales. Par exemple, à Jamaracua, on a vu que le curupira, c'était une femme, alors qu'ailleurs, c'est un petit garçon. Puis on avait aussi dans cette même communauté-là la notion de boto femelle, alors qu'ailleurs, on n'avait jamais vu ça, puis on avait des personnes avec nous qui avaient étudié les questions des encantados, puis qui disaient que c'était la première fois qu'ils entendaient parler de boto femelle. J'ai fait une petite liste. En fait, c'est vraiment le répertoire de tous les encantados dont j'ai entendu parler durant mon terrain. C'est sûr qu'il y en a plus que ça. On a visité seulement quelques communautés. Mais il y en a déjà beaucoup, comme vous pouvez voir. Moi, je vais vous donner une idée un peu à quoi ça ressemble. Je vais vous parler de 3 encantados pour vous donner une idée de comment ces êtres-là ont une influence sur le quotidien des gens, sur la manière, comment ils orientent finalement leurs actions. Donc, on a le boto dont je parlais tout à l'heure, c'est un dauphin rose d'eau douce qu'on voit, c'est-à-dire on en a déjà vu dans la rivière, mais pour les communautés là-bas, ce boto-là peut prendre la forme humaine d'un jeune homme blanc et se présenter dans les grandes fêtes pour séduire les plus jolies filles. Il y a beaucoup de succès avec la gente féminine parce que c'est un bon danseur. Il aime beaucoup faire la fête, il a un penchant pour la boisson. Puis après la fête, il plonge dans l'eau et reprend sa forme animale. On dit qu'il y a toujours un chapeau blanc pour cacher je sais pas comment ça s'appelle, là, mais il y a comme des narines sur le front finalement. Donc il y a toujours un chapeau pour cacher ça. Puis il arrive qu'il mette enceinte les femmes qu'il séduit. C'est pour ça qu'il est de coutume de penser que les enfants dont le père est inconnu sont des filiogi boto, des enfants de boto. Donc les interdits qui sont associés au boto rose, ça tourne beaucoup, entre autres, là, ça tourne beaucoup autour des menstruations parce que les botos sont attirés par le sang, surtout par les menstruations. Donc, les femmes qui sont menstruées ne doivent pas embarquer sur un bateau, ne doivent pas se baigner et même s'approcher de la rivière ou du lac durant cette période-là, au risque d'attirer la malédiction du boto dans le village ou autour du bateau. Il peut faire fuir les poissons, il peut faire chavirer les canots, il peut justement venir dans les fêtes puis mettre des femmes enceintes, ce qui n'est pas souhaitable. Puis il peut amener la maladie jusqu'à la mort si c'est pas soigné par un pagé. Par contre, il peut être repoussé par l'ail ou le cipoalio, qui est une feuille qui a la même odeur que l'ail. Sinon, la mère Ah, oui, j'ai mis des photos, des petites références. Donc ça, c'est
c'est le dauphin qu'on retrouve dans les rivières du bassin amazonien. Ici, vous avez une idée graphique du séducteur, le Boto Rosa séducteur. Puis, ça, j'ai juste mis ça parce que je trouvais ça intéressant. C'est un film qui s'appelle Filhos do Boto. Donc, cette idée-là que d'enfants de Boto, les enfants qui n'ont pas de père connu, puis qu'on dit que c'est le Boto qui est leur père. La Mãe da Água, c'est la mère de l'eau en français. Souvent, c'est-à-dire ça, c'est un nom plus général. Souvent, on va parler de la mère du lac, lago, ou de la rivière, rio. Donc, dépendamment, on va, par exemple, à Villafranca, il y a un lac, puis on parle de la mère do lago, la mère de ce lac-là, qui est la protectrice de ce lac-là en particulier. Elle va avoir un nom souvent selon les communautés. À Villafranca, on l'appelle Micheline, c'est son nom, c'est leur prénom. Donc, il s'agit de la mère du lac ou de la rivière. Elle peut prendre diverses formes. Donc, parfois, elle va avoir une forme de sirène, comme ici. Parfois, elle va avoir une forme de femme humaine pour, par exemple, visiter le village. Et parfois, elle va avoir une forme de serpent aquatique géant. C'est un incantado qui chante très bien, puis qui va séduire les pêcheurs pour les amener à Encanche, au fond de l'eau, donc dans la cité enchantée au fond de l'eau. Si on la regarde dans les yeux, on devient paralysé. Donc, les interdits qui gravitent autour de la Mãe da Água, c'est par exemple la surpêche. Les pêcheurs qui surpêchent ou qui naviguent sous l'effet de l'alcool peuvent s'attirer des problèmes avec elle. Ils peuvent être emportés au fond de l'eau, ils peuvent devenir malades, ils peuvent même... il y a même des histoires de vieillissement précoce. Donc, à Villafranca, on a l'histoire du jeune garçon Nestor, qui était tout jeune, qui habitait à Villafranca. Il a pris une entente avec la mère do lago, Micheline, puis il n'a pas respecté son entente avec elle. Ses cheveux ont commencé à devenir blancs, alors que c'était un tout petit, un jeune adolescent, préadolescent. Puis il a dû être soigné par un pagé pour lui éviter une mort précoce. On a aussi rencontré, à Orucurea, on a rencontré une personne qui avait une histoire, un récit récent qu'il l'avait vu, en fait. Ça faisait à peu près 2 semaines. Il nous a raconté, il s'appelait Orimor, il nous a raconté que 2 semaines plus tôt, il n'avait pas demandé la permission avant de naviguer sur le lac. Donc, on appelle ça avoir le corpo fraco, le corps faible. Ça serait la traduction directe, là. Je ne sais pas comment on pourrait le traduire de manière plus adéquate. Donc là, il n'avait pas demandé la permission avant de naviguer sur le lac. Elle lui est apparue, il l'a regardé dans les yeux, puis il a été paralysé. Donc il dit qu'il a dû prier pendant de longues heures pour pouvoir recommencer à bouger et rentrer chez lui. Le Curupira. Le Curupira, c'est le protecteur plutôt de la forêt. Donc, souvent, ils vivent dans la forêt reculée. Ils sont de très petite taille, comme un enfant, mais très musculaires aussi. Ils ont la peau foncée, les cheveux roux comme du feu. Ça, je l'ai entendu souvent. C'est pour ça que j'ai pris une image parce que ses cheveux, on dirait que c'est du feu. Parce que souvent, on disait, ses cheveux sont comme du feu. Puis, il y a les pieds vers l'arrière. Ça, c'est vraiment une caractéristique assez particulière. Donc, ça fait en sorte que quand il marche, les traces de ses pieds sont à l'envers. Donc, quand il n'est pas content, il peut nous amener sur une mauvaise piste puis faire en sorte qu'on se perde dans la forêt, ce qui est quand même assez grave. C'est-à-dire dans la forêt éloignée, là, en Amazonie, ça peut très mal se terminer. On peut aussi se transformer en n'importe quel animal. Puis les interdits qu'il établit en fait dans les communautés, c'est
un peu comme la main au lac ou d'entrer dans la forêt sans demander permission. On peut avoir des problèmes. Abuser de la chasse, faire beaucoup de bruit dans la forêt, couper des arbres, les incendies de forêt aussi, au risque de donc se perdre dans la forêt, comme je disais, contracter des maladies, des maux de tête qui peuvent mener à la mort s'ils ne sont pas soignés par un pagé, ou diverses malédictions plus générales, moins de l'ordre individuel, la famine, la maladie plutôt épidémique, l'infertilité de la terre, les chaleurs intenses. Donc, on évite le plus possible c'est-à-dire on prend des actions ou on évite de prendre certaines actions pour éviter le courroux et la malédiction des êtres enchantés, autant au niveau individuel qu'au niveau communautaire. Alors, vous voyez, ah oui, donc ça c'est, j'ai trouvé ça sur une chaîne YouTube dont on m'avait parlé sur place. Il y a plusieurs, c'est comme des histoires avec des marionnettes pour les enfants, toutes sur différents types d'encantados. Puis j'ai pris un petit screenshot pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Puis là, ça dit en tupi-guarani, curupira, ça veut dire corps de petit enfant, corps d'enfant. Puis là, c'est un dessin d'Ildo Rodrigues qu'on avait rencontré à Jamaracua puis qui m'avait dessiné, le curupira. Donc, finalement, là, où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Je vous ai présenté un peu les encantados rapidement pour que vous ayez un peu une idée de quoi on parle. Mais ce qui m'intéresse, c'est-à-dire ça à quoi je veux m'intéresser pour la suite, c'est comment les encantados peuvent être des acteurs politiques, vraiment participer à la vie politique dans la région. Donc il y a deux textes que j'ai reliés un petit peu à ce que j'ai observé sur place dans le Baixo Tapajós, dans le Bas Tapajós, mais qui concernent d'autres régions. Donc avec Alarcón, on parle de la région de Serra do Paideiro dans l'état de Bahia. Puis il y a un autre texte dont je vais parler après rapidement, de Ruiz Serna, c'est plus en Amazonie colombienne. Donc, Alarcón, rapidement, ce qu'elle dit dans ce texte-là, c'est que pour la communauté autochtone de Serra do Paideiro, le territoire appartient avant tout aux encantados. Donc, quand on a des revendications territoriales, on les fait plutôt au nom des encantados. Puis j'ai trouvé ça intéressant comme idée parce que les territoires sont souvent, dans la région qu'on a visitée, dans les communautés qu'on a visitées, on en parle souvent comme la maison des encantados. Donc on parle de lac, de rivière ou de forêt, c'est la maison d'un encantados. Donc il y avait Pidoka à Villafranca qui m'expliquait que c'est chose normale, elle trouvait que c'était normal de demander la permission avant d'entrer dans la forêt ou sur la rivière, au même titre qu'on demande la permission avant d'entrer dans la maison de quelqu'un. Puis c'est là que j'ai commencé à comprendre un peu. Donc, entrer dans la forêt ou la rivière, le lac, c'est entrer dans la maison du curupira ou de la mãe do lago, par exemple. Puis il y avait Abraão, qui est le cacique, le chef traditionnel de Villafranca, de la même communauté, qui me racontait que le curupira vivait autrefois, c'est-à-dire, ça faisait pas très longtemps, c'était assez récent en fait, donc vivait plus loin dans la forêt, puis qui s'était rapproché du village parce que sa maison, le secteur de la forêt où il habitait, qui est considéré comme la maison du curupira, a été dévasté par la coupe forestière et les incendies volontaires. Donc, ce qui est intéressant aussi dans ce texte-là, c'est qu'Alarcón parle de l'intervention directe, de la participation des encantados dans la vie politique de la communauté, qui va solliciter l'intervention des encantados
à l'occasion de processus de repossession, donc dans les revendications territoriales, dans les actions de protestation et lorsqu'ils subissent de la répression. Donc, ils communiquent avec eux à travers des rituels ou en rêve. Rui Stern, lui, il parle de la question du territoire comme victime. C'est plus par rapport à la question de la guerre. Donc, il dit les conséquences de la guerre sont aussi gravées dans les territoires et dans la multitude d'êtres qui y vivent. Donc, la région où il mène sa recherche ethnographique, c'est une région dans laquelle il y a une présence continue des soldats armés, puis ça a effrayé et fait partir les Encantos. Là, on parle d'Encantos parce qu'on est en espagnol, en Colombie, mais c'est la même idée. Donc, on pose des questions sur la place légale des êtres enchantés. Est-ce qu'on parle de dommages qui sont faits au monde naturel, les dommages de la guerre, ou qui sont faits aux visions du monde qu'ont certaines communautés ethniques? Est-ce qu'on parle de violations qui sont faites aux droits culturels de la communauté ou de détriments qui sont causés à l'environnement? Donc, on a cette question-là de nature-culture, hein? Puis il dit qu'il faut considérer que pour les peuples autochtones, la nature et la culture ne constituent pas nécessairement des domaines ontologiques différents. Donc, finalement, on parlait de la même chose de toute façon. Puis c'est une approche qui a été matérialisée dans une loi conçue par des communautés autochtones en 2011 en Colombie, la loi des victimes pour le peuple autochtone qui dans son vocabulaire va faire passer une série d'êtres, mais aussi le territoire, comme pouvant être des victimes de la violence. Puis, donc, on fait passer une série d'êtres, dont les Encantos, de la sphère privée à la sphère publique et légale. Donc, en conclusion, pour lui, plusieurs des dommages qui s'étendent au-delà de l'humain ne peuvent pas être simplement circonscrits à l'environnement ou à la sphère des croyances culturelles. Puis il dit peut-être qu'un arrangement politique dans lequel nature et culture ne sont plus perçus comme deux domaines indépendants, ça pourrait tracer la voie pour la reconnaissance de la multitude des êtres qui ont été touchés par la guerre. Donc moi, mon objectif pour la suite, c'est de voir si son cadre théorique, son approche, s'applique à l'implication politique des Encantados dans le Bas-Tapajós, puis en focalisant plutôt sur les enjeux environnementaux que sur ceux de la guerre, mais en considérant que les notions de dévastation et de violence permettent de créer des liens significatifs entre les situations respectives des deux régions. Voilà, donc c'est là que je m'en vais pour la maîtrise et pour la suite des choses. Donc c'est sûr que c'est grand l'Amazonie, mais je pense que c'est des questions un peu que j'ai rencontrées dans le Bas-Tapajós, qui ça ressemble beaucoup aussi au reste de l'Amazonie, mais aussi on va voir au Québec aussi. Donc juste pour vous faire une mise en contexte, donc les élections en 2018 ont beaucoup apporté de nouveautés au Brésil. Pour la première fois, il y avait une femme autochtone qui s'est présentée candidate comme vice-présidente, Sonia Guajajara, et aussi pour la première fois, une femme autochtone, Joênia Wapichana, était élue au Congrès comme députée fédérale. Wapichana, qui est également la première femme autochtone avocate, s'est candidata en réponse à la demande des 10 communautés qui l'ont vue comme la personne la plus qualifiée pour être élue. Guajajara et Wapichana sont deux exemples de plusieurs femmes autochtones qui font partie des mouvements sociaux qui luttent pour les droits en tant qu'autochtones et en tant que femmes. Également, les dernières élections brésiliennes ont amené au pouvoir un président connu par ses propos et actions d'extrême droite qui ne contribuent en rien au dialogue avec les peuples autochtones et traditionnels. La protection de leurs droits territorial, culturel et politique.
La claire intention de vouloir l'extinction de la FUNAIC, c'est l'organe qui est pour les Indiennes. Les changements politiques par rapport aux démarcations des terres qui passent à être des compétences au ministère de l'Agriculture et non plus de la Justice font que ces peuples soient mis à une grande vulnérabilité et sujets à des grandes tensions avec le gouvernement brésilien, les agriculteurs et les grandes entreprises étrangères. Donc c'est sûr que le gouvernement brésilien ne reconnaît pas du tout les autochtones dans ces moments en plus. Si d'un côté, il y a eu l'augmentation des conflits entre les peuples autochtones et le gouvernement, d'une autre part, il y a eu aussi une grande résilience de ces peuples et également des femmes qui prennent de plus en plus la place dans les luttes, comme pendant la marche contre la démarcation des terres qui s'est tenue le 26 avril 2019 à Brasilia, dans la capitale brésilienne. Donc, ma question de départ était, dans l'actuel contexte sociopolitique, quelles sont les principales préoccupations et reivindications des femmes dans leur communauté? Quels sont leurs moyens d'organisation, les espaces de lutte? Je voulais au départ travailler juste avec les femmes autochtones, mais comme nous avons vu, c'est très difficile les questions identitaires, donc j'ai élargi soit pour les femmes autochtones, mais aussi les femmes traditionnelles. Les études sur le rôle des femmes dans les sphères politiques ou les espaces de lutte n'ont pas suscité l'intérêt de l'ethnologie ou de la sociologie. Les femmes étaient vues dans un contexte privé et domestique, c'est-à-dire un rôle très passif. Ou encore, les femmes autochtones sont très liées à l'imaginaire sexuel créé par les colonisateurs, qui est présent jusqu'aujourd'hui dans la culture brésilienne. Cependant, l'engagement des femmes dans différents mouvements et organisations politiques, surtout avec les changements sociaux du post-colonialisme, est de plus en plus croissant. Et cela s'est fait différemment des mouvements féministes occidentaux qui négligent, par exemple, plusieurs fois l'aspect collectif comme il s'est fait très important pour les femmes autochtones. Donc, à partir de ces questions et du contexte sociopolitique, on est parti au Brésil. Mon objectif, c'était de rencontrer des femmes pour en connaître davantage sur leur histoire, leurs préoccupations concernant le moment politique actuel du Brésil. Lors de ces rencontres, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait deux préoccupations principales, soit les questions du territoire, soit l'éducation. Des questions très liées avec l'histoire du colonialisme du Brésil, une colonisation que nous appelons des exploitations. Ce sont de vieux problèmes, le territoire et l'éducation, mais cela n'a jamais été résolu dans ces communautés. Les documents rassemblés au cours de cette période étaient 2 entretiens formels qui étaient enregistrés et d'autres entretiens informels que j'ai notés sur mon journal de bord, ainsi que plusieurs photos qui décrivent la vie de ces femmes. Les entretiens formels avec surtout Dona Irene et Madalena qui relatent leur parcours de vie et leurs préoccupations actuelles. Dona Irene d'Arapixuna, qui a été directrice de l'école pendant de nombreuses années et qui présentement est la présidente du conseil d'Arapixuna et elle s'intéresse beaucoup aux questions de territoire. Je me rappelle beaucoup que Dona Irene, justement, elle disait, moi j'ai une maison ici, j'ai une maison aussi à Santarém, c'est dans la grande ville, mais les autres personnes ici, ils n'ont pas de papiers pour dire qu'ils possèdent leur territoire. Donc moi, ma préoccupation, c'est avec eux, c'est pas avec moi. Donc toujours cette préoccupation envers le communautaire et pas seulement envers les questions individuelles. Nous avons aussi rencontré la cacique Neka,
du peuple Borari de la ville de Hauteur-du-Champ, qui nous a partagé aussi ses difficultés qu'il rencontre dans les démarcations des terres, parce que cette ville, Hauteur-du-Champ, c'est un territoire très ciblé par le tourisme. Donna Maddalena, c'est l'autre femme que j'ai rencontrée, m'a parlé de son parcours et de la manière dont elle a obtenu son diplôme après l'âge de 50 ans. Ses difficultés à l'école et à l'université, les préjugés et la joie de pouvoir enseigner à l'école autochtone à Villafranca, notre village que nous avons visité. Mais les dernières midi-conférences, on a beaucoup parlé des questions du territoire et je pense que Marouane va parler encore un peu. Donc, je vais vous partager plutôt la question de l'éducation et c'est là à partir de l'entretien que j'ai fait avec Maddalena. Son parcours de vie, ce n'est pas inhabituel. Parce que j'ai pu aussi parler avec d'autres femmes et avec d'autres professeurs qui ont fait le même parcours, soit le parcours universitaire après 40 ans. Il y a aussi d'autres caractéristiques dans son parcours qui se ressemblent beaucoup aussi à d'autres femmes. Donc, Donna Maddalena, elle habite à Villafranca. C'est une ville où il y a une partie de la population qui se déclare autochtone et l'autre partie de la population qui ne se dit pas autochtone. Donc, Maddalena enseigne les arts à l'école Surara Bem-vinda, qui était une école qui a été construite en seulement 3 mois. C'est une école autochtone qu'ils ont décidé de construire après des désaccords avec des enseignants de l'école communautaire qui ne voulaient pas enseigner le Nyangatu, qui c'est la langue du peuple autochtone de Villafranca. Donc, quelqu'un les a fait le don de terrain et puis ils ont construit l'école en 3 mois. L'école s'appelle Surara Bem-vinda, qui c'est en honneur à Surara Bem-vinda, qui c'était une femme guerrière qui était connue pour avoir organisé de nombreuses fêtes rituelles. Elle est décédée peu de temps après la construction de l'école dans un accident. Donc, Donna Maddalena, elle est née et elle a grandi à Villafranca. Elle a commencé à travailler dans les plantations à l'âge de 8 ans. Par la suite, elle était allée vivre avec sa marraine pendant 2 ans et elle m'a raconté que pendant toute ces périodes de changement, elle n'a pas étudié parce que sa mère ne l'a pas inscrite à l'école. Elle était allée à l'école seulement à l'âge de 11 ans. Elle et ses frères ont eu une vie très difficile car son père était un aventurier. Il a abandonné Maddalena et ses 8 frères. Donc, un premier point en commun, c'est l'instabilité vécue par les enfants à cause des situations familières, où très souvent le père est absent ou, comme elle a dit, son père, un homme aventurier. Cela signifie plusieurs fois que quelqu'un qui a plusieurs femmes ou donc plusieurs familles. C'était le cas de son père aussi. Après, quand elle avait 11 ans, elle a commencé à étudier. Puis, à 14 ans, elle a déménagé à Santarém pour poursuivre ses études. Santarém, c'est une plus grande ville, je pense à 5-6 heures en bateau de Villafranca. À Santarém, elle est tombée enceinte et sa mère est allée la chercher et l'a ramenée à Villafranca. Donc, elle n'a pas pu terminer ses études. Donc, les déplacements dans les grandes villes pour poursuivre les études, la difficulté d'habiter dans les grandes villes et la maternité précoce et donc l'abandon des études. En 2003, elle s'est divorcée de son mari, donc elle se sentait comme le père et la mère de ses 7 enfants. Et c'est pourquoi elle ne pouvait pas arrêter de travailler. Elle disait de ne pas avoir le temps pour rien, juste pour aller à des fêtes.
Puis, quand elle était plus âgée, en 2009, elle est revenue aux études. Elle a fait un cours intensif pour terminer ses études secondaires. Elle a dit que ce n'était pas facile parce qu'au secondaire, elle a subi beaucoup de préjugés parce qu'elle était autochtone. Quand elle entrait dans les classes, les autres étudiants l'ont offensée. Donc, elle a menacé de dénoncer l'école, de faire une dénonce de l'école. Et c'est juste à ce moment-là que la directrice a intervenu. Donc, le retour aux études après le divorce et après que les enfants ont une certaine indépendance et aussi le préjugé vécu dans les écoles secondaires. Après, quand elle était à la fin de son secondaire, elle a réussi à entrer à l'université, soit à l'université, soit aussi dans un institut fédéral. C'est comme des instituts plus techniques. Elle avait alors 40 ans. Le matin, elle a étudié à l'institut. À l'après-midi, elle a travaillé. Et le soir, elle allait à l'université. À l'université, elle voulait étudier l'anthropologie. Mais ses cours demandaient aux étudiants d'aller faire des recherches de terrain. Et elle avait ses enfants et donc elle ne pouvait pas quitter la ville pour faire des recherches. Alors, elle a passé à étudier la pédagogie. Et à 54 ans, elle a obtenu son diplôme. Donc, la chance de rentrer à l'université à travers le programme des quotas pour les indigènes, c'est-à-dire qu'une partie des places à l'université est laisse pour les gens qui se disent, qui s'autodéclarent autochtones ou indigènes. Le choix de cours par des raisons économiques. C'est difficile pour eux de choisir des professions, disons, coûteuses à niveau de la formation, comme la médecine, le droit ou l'anthropologie. C'est pour cela que plusieurs vont choisir des professions, donc la formation, ça coûte moins cher. Parce que les universités, elles sont publiques, mais quand même, il faut soutenir et puis il faut payer tout le matériel et tout. Donc, à l'université, souvent l'enseignant demandait quelque chose et elle ne savait pas, parce qu'elle n'avait pas appris le savoir technique. Elle disait qu'elle avait le savoir traditionnel et dans l'université, il fallait un autre type de savoir. À plusieurs reprises, elle a presque abandonné le cours parce qu'elle avait une discipline en technologie de communication. Et elle disait qu'il y en avait 6 ou 7 autochtones dans sa classe, ils ne comprenaient rien. Les cours portaient sur l'utilisation du téléphone cellulaire et des médias sociaux. Et le professeur leur a demandé d'acheter un téléphone. Elle a parlé au professeur pour expliquer la situation des indigènes et qu'ils ne savaient pas beaucoup de choses. Elle a dit au professeur que lui, le professeur, il venait d'une grande ville, mais eux, ils ne savaient pas parce qu'ils avaient grandi dans la forêt. Ils n'avaient pas beaucoup de contact avec la technologie comme le professeur, n'avait pas aucune connaissance de la forêt. Et donc, elle a dit au professeur, « Tu me donnes ton portable et je te laisse dans la forêt. Voyons qui fera meilleur. » Et puis, l'enseignant a compris la situation. Malgré les difficultés, elle a dit qu'elle a beaucoup appris pendant le cours universitaire. Donc, les difficultés entre le savoir traditionnel et le savoir académique. Comment mettre de l'avant le savoir traditionnel dans les universités? Comment intégrer les savoirs des étudiants indigènes lors des cours? Dona Madalena a raconté une histoire à son professeur. C'était l'histoire des oranges. Quand elle avait 11 ans, elle a lu un livre dans lequel un homme blanc avait un employé, disons un esclave indigène. Cet homme blanc avait une amie qui lui envoyait tous les jours l'indienne pour apporter des oranges. À son ami. Ensemble avec les oranges, il y avait aussi une lettre. Au milieu du chemin, l'Indien avait soif et mangeait les oranges. Il ne savait pas
ce qui était écrit dans la lettre. Quand il est arrivé, l'ami a dit qu'il manquait une orange. Puis l'Indien était inquiet. Mais lendemain, il a fait la même chose. Et l'ami a dit qu'il manquait encore des oranges. L'Indien a ensuite demandé, mais comment vous le savez qu'il manque des oranges? Donc l'ami a répondu, la lettre m'a parlé. Puis l'autre jour, il a mis la lettre dans la poche arrière pour qu'elle ne voie pas qu'il mange les oranges. Et encore, l'ami a dit qu'il manquait les oranges. Puis il a demandé, mais comment vous le savez? Il a dit, la lettre m'a parlé. Le patron a envoyé encore plus d'oranges. Puis il s'est assis sur la lettre pour qu'elle ne voie et puis qu'elle ne dise rien. Il a mangé encore des oranges en pensant toujours que la lettre n'allait pas le voir qu'il mangeait les oranges. Mais quand il est arrivé, l'ami, il a dit encore qu'il manquait des oranges. Donc, il a demandé comment la lettre t'a dit si j'étais assis sur la lettre. Donc, c'était à ce moment-là que Donna Madeleine a découvert l'importance de l'écriture. Donna Madeleine a dit que c'était ainsi qu'elle a après raconté cette histoire à son professeur. Son professeur lui a dit qu'il avait appris quelque chose de nouveau. Et après quelques jours, le professeur est arrivé à la porte de sa classe. Il a posé des questions sur Donna Madeleine et il a dit devant toute la classe qu'elle avait enseigné quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Et Donna Madeleine a dit que si elle n'avait pas eu l'initiative de parler, elle allait toujours souffrir dans l'école et dans l'université. Son rêve, c'est de pouvoir écrire un livre sur les encantados lors de sa retraite. Donc, tu peux la rencontrer, Véro. Donc, ces 5 points sont venus en évidence et sont partagés avec le parcours d'autres femmes rencontrées pendant mon séjour. L'importance de l'éducation a été aussi soulignée par justement la cacique Nena, car elle a associé au pouvoir de détenir et savoir leurs propres droits. Elle disait, si je ne sais pas mon droit, je ne peux pas argumenter avec les autorités. Même avec les préjugés et les difficultés, Donna Madeleine et Donna Yvette, c'était une autre femme que j'ai rencontrée, elles ont réussi à obtenir leur diplôme universitaire après 40 ans. Ils sont aujourd'hui les enseignants des communautés et cela démontre aussi leur résilience face à toutes les difficultés rencontrées, surtout en tant que femme. Donc ça, c'est juste une partie justement du projet que je suis en train d'écrire. Et je dois encore chercher beaucoup aussi de bibliographies pour appuyer justement le parcours de ces femmes. Mais c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que c'est un parcours qui se répète justement dans la vie de plusieurs de ces femmes qui aujourd'hui sont les enseignants dans les communautés. Et oui, c'est ça. Donc bonjour à tous, je vais vous faire une présentation aujourd'hui sur les terres. Je vais un peu aborder la question que tu avais posée à Véronique un peu en dernière partie. C'est une présentation un peu plus historique et moins, on va dire, terrain que les présentations de Véro et de Maria. Je m'excuse si des fois je vais devoir lire parce que j'ai plein d'informations spécifiques sur mon ordinateur, mais j'essaie de vous regarder le plus possible en parlant. Donc moi, je me suis intéressé pour l'entièreté du programme, plus dans les cours que sur le terrain, aux questions de territoire, en fait, au Canada et au Brésil, comparer un peu la manière dont étaient récupérés ou accaparés les territoires autochtones et les terres dites indigénistes au Brésil. Donc comme l'a rappelé Maria, avec l'élection de Bolsonaro en 2018 et avec la montée de son gouvernement en début 2019, il a fusionné en fait
le département de l'environnement avec le département de l'agriculture, déjà ce qui est une position typique Bolsonaro. Et la FUNAI a été intégrée dans ce ministère-là, elle dépendait du ministère de la Justice avant, et elle a été au fond de l'agriculture. À la tête de ce ministère a été mise Teresa Cristina, qui est une membre influente du Front ruraliste au Brésil, et qui a, pendant toute sa carrière, a protégé les intérêts de l'agrobusiness et des grands propriétaires terriens. Donc le fait de faire passer la FUNAI au sein de ce ministère dirigé par cette personne-là montre le fait qu'il continue ses promesses de campagne, qui étaient qu'il n'y ait plus 1 centimètre de terre indigène démarquée au Brésil. Mais même si Bolsonaro, en fait, est une nouvelle entrave dans les luttes environnementales et les luttes autochtones au Brésil, la montée du lobby de l'agrobusiness est une histoire plus vieille qui a commencé déjà sous la présidence de Fernando Cardoso et de Dilma Rousseff. On peut voir en fait que la Bancada Ruralista, qui est le front ruraliste très proche de l'agrobusiness, est monté dans les instances, depuis qu'il est monté dans les instances législatives au Brésil, plus le nombre de terres indigènes titularisées, plus les entraves aux terres indigènes ont augmenté. Au Brésil, en fait, il y a plusieurs rapports assez alarmants, dont un intitulé Violencia contra os povos indígenas do Brasil, montre en fait l'augmentation des violences à l'égard des populations autochtones amazoniennes, qui sont souvent liées au bois et aux orpailleurs clandestins. En fait, la législation normalement qui entoure les terres indigènes, les terras indígenas au Brésil, qui s'est censée représenter 13% du territoire national, a été le fruit vraiment d'une longue lutte des populations autochtones brésiliennes contre le gouvernement. Et j'essaie de présenter en fait cette histoire contemporaine dans les 50 dernières années de cette évolution. En 1969, il y a un journaliste britannique qui s'appelle Norman Lewis qui a publié dans le Sunday Times en fait, un article qui s'appelait Génocide, qui montrait en fait, qui est intitulé Du feu et de l'épée, de l'arsenic aux balles, comment la civilisation a envoyé 6 millions d'Indiens à l'extinction. En fait, cette enquête qui a été menée en fait, dans un rapport brésilien qui s'appelle le rapport Figueiredo, a montré comment la SPI, qui est l'ancêtre de la FUNAI, c'est un rapport de 7000 pages qui montre la longue lutte de violence commise à l'égard des peuples indigènes au Brésil, allant de la torture au meurtre de masse, mais aussi à des guerres bactériologiques, comme on a pu voir aussi dans l'histoire du Canada, en inoculant des populations indigènes avec des maladies assez virales. Donc, suite à cet article et la publication de ce rapport, le SPI sera dissous et la FUNAI sera créée en 1973. La FUNAI, c'est un organisme qui est géré par le gouvernement brésilien, a pour objectif d'établir en fait, toutes les lignes directrices du gouvernement vis-à-vis des populations qui vont de cartographier, protéger les terres traditionnelles, protéger les modes de vie. Mais en fait, toutes les politiques restent inscrites dans une vision assimilationniste et paternaliste vis-à-vis des communautés et populations autochtones du Brésil, parce qu'on considère encore les Indiens à cette époque comme des mineurs qui doivent être intégrés harmonieusement à la société nationale. Néanmoins, il y a plusieurs droits, dont les territoires indigènes qui vont commencer à prendre place au sein de la FUNAI et au sein du gouvernement. L'idée, c'était de permettre à ces communautés la propriété permanente de leurs terres et leur reconnaître le droit à l'usufruit exclusif des richesses naturelles et de toutes les ressources. Mais paradoxalement, l'organisme, la FUNAI, qui est chargé de respecter respecter les territoires indigènes, est complètement lié à tout le projet de construction d'une nation brésilienne, en fait, et qui entre souvent en contradiction avec les populations autochtones. En fait, énormément de projets dans les années 70 sous la dictature, principalement les politiques nationales de défense au nord du pays, sont passées par des mécanismes de colonisation interne de zones qui vont être considérées comme stratégiques ou vulnérables, et c'est souvent des territoires qui sont censés être sous contrôle des populations autochtones. Mais parce que malgré en fait un début d'une reconnaissance juridique, celles-ci vont être vraiment mitigées par toutes les autres politiques du gouvernement.
Néanmoins, en fait, à partir des années 70, plutôt 80, plusieurs organisations et des mouvements indigènes vont être créés, dont le Centro de Trabalho Indigenista, la commission pour la création du parc Yanomami, pour œuvrer sur la scène nationale puis internationale, en fait, pour faire valoir les droits et les intérêts des populations autochtones et indigènes du pays. En fait, puisque les mécanismes de la Foulaye étaient très biaisés, ils vont essayer de récupérer des instruments de la société civile pour faire valoir leurs droits. Alors, c'est ce mouvement, en fait, on voit des associations indiennes qui regroupent des personnalités d'allant des groupes autochtones et des leaders locaux, mais aussi des gens qui vont rentrer dans les institutions, dont des fonctionnaires, des représentants politiques régionaux, et aussi certains membres du clergé catholique brésilien, en fait. Ces associations et ces organismes militants, comme chez les Kayapo et les Yanomami, vont aussi essayer de s'unir au début des années 80 en formant l'Union des Nations Indigènes, l'UNI, qui va lutter de manière pan-indienne, en fait, essayer de regrouper les différentes nations pour lutter contre le gouvernement brésilien et aussi faire valoir dans les instances internationales, puisque c'était après les traités de l'OIT qui reconnaissaient en fait des nouveaux statuts pour les populations autochtones à l'international. Mais pourtant, en fait, malgré le fait que la FUNAI représentait ces populations, elle va être hostile au fait qu'ils s'organisent de manière autonome. Donc le gouvernement, et surtout le gouvernement militaire, va voir en fait toutes ces revendications liées au pan-indianisme brésilien comme potentiellement séparatistes. Le territoire Yanomami est la frontière avec le Venezuela. Donc c'est vraiment dans un climat de tension politique que plusieurs leaders indigènes vont se faire élire au gouvernement, dont Mario Juruna, je pense qu'on avait lu le texte dans le cours de l'année dernière, qui va, dans son speech, quand il va être élu dans les années 80, il dira je vais donner, que le gouvernement soit prêt, je vais leur donner beaucoup de travail. Parce qu'il va essayer de faire pénétrer, en fait, progressivement, ces organisations dans les appareils d'État. Mais en fait, ce qui se passe, une des problématiques qui a été soulignée par Bruce Albert, c'est que ces dirigeants indiens, je cite, les dirigeants indiens ont dû apprendre à traduire les demandes de leur peuple à travers des codes importés afin d'être culturellement audibles et politiquement efficaces sur deux fronts, un local avec leur communauté, et un qui s'appelle mondial, où règne un imaginaire ethno-écologique des communautés autochtones. Donc en fait, ils vont à la fois devoir utiliser dans le langage, avec le gouvernement brésilien, un langage très juridique et très normatif, et après aussi cultiver cette espèce d'imaginaire du bon sauvage pour avoir du soutien international, en fait. C'est un peu cette ambivalence qui est vraiment critiquable dans la manière aussi dont ils doivent se montrer à l'international pour recevoir en fait du soutien. En 1985, avec le retour de la démocratie et le gouvernement civil de José Sarney, on aurait pu espérer une posture un peu plus progressiste, mais en fait, ça sera aussi à mitiger, parce que la FUNAI va... Comment ça s'appelle ? Les militaires restent très présents encore dans les décisions, et surtout dans la mise en place de la FUNAI. Sécuriser les frontières est toujours une dimension importante du gouvernement qui va toujours à l'encontre de la démarcation des territoires. Néanmoins, en fait, de nombreux lobbies indiens vont essayer de continuer de porter leurs droits, et en 1988, en fait, la promulgation de la Constitution brésilienne va reposer un progrès significatif, parce que je suis dans mon truc, ouais. Significatif parce que là, les populations autochtones verront formellement reconnaître leur organisation sociale, leurs coutumes, leur langue, leurs croyances, ainsi que les droits originaux sur les terres qu'ils occupent traditionnellement. Cette nouvelle constitution va abandonner en partie la perspective assimilationniste de l'ancien gouvernement qu'il avait établi sous le statut de l'Indien, et s'écarter de reconnaître les populations formellement comme autochtones, comme primitives. Néanmoins, pour la FUNAI,
en fait, ces populations restent toujours sous le tutelle de la FUNAI, car même s'ils sont plus primitifs, ils sont considérés comme relativement incapables. C'est les termes qui sont utilisés dans les textes. Et donc, en fait, ils ont besoin, souvent, on considère qu'ils ont besoin d'un tierce parti, dont la FUNAI, pour représenter leurs intérêts. Alors, ce qui se passe, c'est que au niveau des territoires, comme on l'a dit, ils vont reconnaître et démarquer des territoires qui seront à usage exclusif de ces communautés. Néanmoins, l'État brésilien restera propriétaire de ces territoires et se réserve un droit particulier à les exploiter, en fait. Et c'est en fait, dans les années 90, ils vont mettre en place un processus spécifique de démarcation qui sera vraiment contesté, parce que c'est... en fait, toute l'histoire de cet aparté, c'est vraiment un pas en avant, deux pas en arrière, parce que surtout le gouvernement rappelle ses priorités, qui sont souvent des priorités d'exploitation des territoires amazoniens. Et donc en fait, le processus de démarcation des terres, j'essaie de l'expliquer en partie, passe en fait en 6 étapes. Donc la première étape, ce serait l'identification en fait, par une équipe menée normalement en collaboration avec le gouvernement brésilien, la FUNAI et la communauté concernée. Une équipe qui va amener des anthropologues, des fonctionnaires, qui sera un truc cartographique, sociologique, environnemental, culturel. Mais en fait, ce rapport sera soumis à la FUNAI. Il doit être approuvé par le président par le président de la FUNAI. Mais ensuite, ce qui se passe, en fait, c'est que ces deux aspects vont être rajoutés en fait après la Constitution de 88 en 1996. C'est qu'en fait, ce rapport sera rendu public. Donc il doit être publié dans le journal de la FUNAI, et ce qui peut permettre en fait à des organismes souvent liés à l'agrobusiness ou des grosses compagnies, il y a d'autres secteurs qui sont souvent proches de l'État brésilien, à pouvoir contredire en fait cette démarcation-là. Donc ce qui se passe, c'est que genre une compagnie qui a des intérêts, qui peut essayer de négocier avec des propriétaires terriens, pour contredire le fait que ce territoire est un territoire traditionnel qu'il devrait être démarqué, peut aller dans l'arène juridique pour porter un dossier à l'encontre de cette communauté-là, en fait. Après, si, après toutes ces démarches-là, la communauté arrive quand même à avoir un aval sur la démarcation, elle doit repasser en fait par le gouvernement, c'est-à-dire déclarer au gouvernement la terre à occuper en fonction de comment elle a été s'appelle amoindrie par le principe contradictoire. Et ensuite, pour l'homologuer, elle doit être signée par le président de la République. Donc ça veut dire qu'à la fin, même si on a passé en fait toutes ces étapes-là, même le processus de comment on va la démarquer physiquement, c'est le président qui a le dernier mot en fait pour inscrire cette terre, et qu'elle ait que les populations aient un contrôle plus ou moins grand sur ce territoire-là. Donc avec le gouvernement Bolsonaro, les terres ne sont pas démarquées, parce que même si en fait on arrive à passer toutes les étapes, qui est un processus laborieux, Bolsonaro peut se réserver le droit exclusif d'arrêter tout le processus. On voit que jusqu'en 2015, en fait, sur environ 700 terres qui devraient être homologuées, qui sont en voie d'homologation, environ juste 67% avaient été homologuées. Et en fait, toutes ces demandes sont très limitées et surtout sont bloquées par le gouvernement actuel. En plus, pour ajouter, même si une terre a été démarquée, a été homologuée, on voit en fait ça c'est les terres qui ont été homologuées en 2018, jusqu'à 2018. Comme je disais, même si une terre est délimitée, elle reste exposée aux invasions illégales et aux spoliations environnementales. En fait, comme on a vu dans les 2 dernières années, l'armée met vraiment du temps à répondre, elle est supposée des fois répondre aux invasions des garimpeiros. Elle met énormément de temps à répondre. Les orpailleurs souvent travaillent des fois avec des organismes qui sont liés au gouvernement. Et aussi le manque de ressources entraîné par les différentes coupures budgétaires depuis Michel Temer rend difficile en fait une protection de ces territoires-là par la FUNAI.
vais finir sur aborder aussi un aspect, en fait, pour répondre un peu à ta question. On va voir, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, les mobilisations indigènes ont dû adopter le langage, en fait, des dominants. Donc en fait, les instruments politiques qu'ils ont utilisés, dont en fait disposent ces groupes légitimement pour faire valoir leurs droits, leurs terres, leur culture, sont les mêmes en fait qui les ont exclus pendant les 70 voire plus dernières années. Donc, pour que des groupes indigènes réussissent à ce que leurs voix soient entendues dans les arènes politiques et médiatiques, il a fallu qu'ils adoptent un modèle d'expression spécifique au champ normatif qu'ils ont dû investir, tout en conservant une identité signifiante qui appuierait, entre guillemets, l'authenticité et la légitimité de leur lutte. La reconnaissance des revendications autochtones en termes de droits territoriaux semble se faire exclusivement dans les sphères juridiques, conventionnelles et avec les mots des dominants, en fait, au Brésil. Parce qu'on peut voir dans plusieurs travaux, dont le travail collaboratif de David Kopenawa et de Bruce Albert, les territoires autochtones rompent, en fait, la manière dont on les conçoit, rompent en fait avec les traditions d'une délimitation conventionnelle. Ah, ce territoire il est là. Il y a beaucoup de territoires, surtout comme on a vu dans le Bas-Tapajos, qui sont des territoires fluides, en fait, où autant le Tapajos que les territoires terrestres font partie d'un univers de sens particulier, qui sont habités par des êtres qui ont une agentivité en fait sur la communauté et en fait, sur la terre en général. Comme Kopenawa l'a mentionné, les invasions des orpailleurs ne sont pas simplement une attaque contre une souveraineté possible des Yanomami, c'est une attaque à la terre et aux divinités Yanomami, dont Uriei, qui est l'entité de la forêt chez les Yanomami, et Omama, qui est le demiurge du territoire chez les Yanomami. Donc en fait, protéger le territoire, c'est pas protéger une terre, j'appelle cartographiable, c'est protéger une entité. Et au Brésil, c'est ce type en fait d'engagement, même s'il commence à pénétrer avec des leaders indigènes, a du mal à se faire entendre dans des organisations qui restent bloquées dans une perspective, ça s'appelle anti-indienne. En fait.